Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de mon gros update. Je vous ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps où je vous présentais à la fois mes lectures des derniers temps, puis brièvement celle de la radio. Et puis je me suis rendu compte que ça faisait vraiment une grosse vidéo, fait que j'ai séparé en deux sans faire nécessairement une partie 1 ou une partie 2. J'ai vraiment botché le mot nécessairement, c'est pas grave. Fait que bref, là je vais faire disons le reste, puis je vais entre autres parler de Simone au travail dont j'avais envie de vous parler beaucoup plus en profondeur. C'est une lecture de radio, mais c'est l'exception aussi. Je vais vous en parler quand même parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. Puis ben on va entrer tout de suite en matière avec ça d'ailleurs. Je vais enlever mon papier de radio. Dans le fond, ça c'est une des multiples œuvres déjà de David Turgeon qui a commencé sa carrière, je pense, en 2006. Et puis, il a écrit notamment Le continent de plastique qui a été publié il y a peut-être 2 ans, puis peut-être que vous le connaissez déjà. Puis Simone au travail, c'est un livre que je reluquais pendant un certain moment, puis après je l'ai reçu à la radio, fait que là j'ai capoté. Puis là je l'ai lu, puis c'est complexe, c'est excentrique, c'est riche. Il y a vraiment, on voit la puissance de l'imaginaire aussi, puis c'est vraisemblable. Fait que pour moi, c'est comme un super bon combo. Il y a une enquête policière là-dedans, sauf que comme c'est pas classé, dans la section policier pour rien, c'est parce que l'enquête policière, c'est pas le but et le cœur du roman. Oui, ça participe de l'intrigue, sauf que cette enquête-là est comme une excuse pour faire se rencontrer des personnages, pour apporter une partie humoristique, une grosse partie humoristique au roman. Fait que, ouais, je vais vous en faire un petit résumé, puis après, je vais vous répéter que je l'adore parce que j'ai de la misère à en parler, puis j'ai déjà fait une chronique dessus, fait allez écouter ma chronique. Donc, c'est l'histoire de Simone qui, physiquement, on ne sait pas quel âge elle a, mais elle a dans la cinquantaine, ok? Puis elle est tellement forte, c'est vraiment un personnage féminin merveilleux. Puis qu'est-ce que semble faire David Turgeon, c'est d'écrire plusieurs personnages femmes badass dans ses romans. C'est quelque chose que d'autres critiques ont remarqué au travers de ses œuvres. Puis moi, je l'ai remarqué ici avec ses œuvres-ci. Il y a des personnages masculins, eux aussi sont complexes. Puis ils sont beaux comme plein de personnages masculins, beaux à l'intérieur puis à l'extérieur, puis intéressants à suivre. Mais surtout, les personnages féminins là-dedans sont vraiment, genre, ils ont des positions importantes et leur personnalité, j'ai adoré découvrir leurs couleurs. Puis ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Donc Simone, elle est artiste peintre, dessinatrice, elle fait des portraits, ok? Principalement de femmes nues et de couples nus, de tout ce qui est nu dans le fond. Et puis un jour, elle va présenter sa dernière série de portraits dans une galerie d'art et elle rencontre un monsieur mystérieux qui s'appelle Charles Rose qui va acheter un de ses portraits. Puis là, les deux, ils vont comme tomber en amour puis ils vont se marier. C'est pas un punch, c'est déjà écrit dans le résumé, ok? Puis dans la narration, on a à la fois le jeu de Charles Rose et celui de Simone, celui de d'autres personnages de temps en temps, et surtout celui comme du narrateur qui semble être un narrateur omniscient, mais qui s'avère être un des acolytes de Charles Rose, parce que Charles Rose, cet homme mystérieux, il fait partie d'une agence secrète, puis il doit protéger le diamant rose vraiment coûte que coûte contre ses adversaires, mais on ne sait pas qui sont ses adversaires, qui sont ses ennemis. On sait juste que ils vont commencer à aller chercher Charles Rose puis à l'embêter. Fait que Simone n'est pas au courant du métier, je dirais, de Charles Rose, dont le vrai nom est Fabrice Manzané. Et puis Fabrice, son père, c'est un ancien tyran politique, puis dans le fond, tu sais, toute une grosse histoire de famille, là. Puis il y a eu un traumatisme, puis il cache un secret, puis nous, en tant que lecteurs et lectrices, on veut savoir c'est quoi le secret de Fabrice Manzané / Charles Rose, ok? Ça, c'est un des buts de l'histoire. Fait que là, plein de personnages qui se tissent autour de Charles Rose et de Simone, qui sont bien développés aussi, qui sont tellement le fun, genre, à m'amener. Pour vous donner un exemple de l'excentricité du roman, mais de sa vraisemblabilité, parce que c'est tellement bien raconté, Simone, elle a un tatou dans le dos, puis un jour, elle rencontre une princesse parce qu'elle est à une soirée fancy à cause de Charles Rose, qui doit rencontrer quelqu'un en secret. Fait qu'elle rencontre une princesse, où est-ce qu'elle habite, et les lieux sont jamais décrits au complet. Okay? On ne sait pas où ça se passe, mais c'est dans une société occidentale. Puis il y a des noms qui ressemblent à des noms français, genre Port-Merveille, Bruant, des trucs comme ça. Elle rencontre une princesse, puis la princesse capote sur son tatou, puis comme elle s'emmerde, puis elle sait que son mari couche à tout vent,
ben, elle décide d'aller se faire tatouer. Fait que là, la tatoueuse de Simone devient la tatoueuse de toutes les comtesses, les aristocrates puis les princesses du coin. C'est trop drôle. Fait que, ouais, puis ce que j'ai beaucoup aimé, à part les personnages eux-mêmes, puis de découvrir qui ils étaient, juste leur personne est intéressante. Tu sais, il aurait pu pas avoir de but à l'histoire, mais de voir évoluer les personnages est intéressant. Ce que j'ai aimé à part ça, c'est le style d'écriture. My God! Il a un talent, là, c'est très littéraire. Il y a des adjectifs, des adverbes que j'ai pas vus il y a bien longtemps qui sont utilisés, puis c'est juste délectable de lire. C'est quelque chose, c'est une lecture à savourer parce que chaque phrase que tu lis est belle. Cela dit, ça pourrait être lourd de lire du littéraire recherché tout le long, mais ce qui fait que c'est pas lourd, c'est que là-dedans, tantôt je vous parlais d'un narrateur qui a l'air réminiscent, mais qui est juste l'acolyte de Charles Rose, on entend la voix de David Turgeon à travers toutes les voix. On sent que David Turgeon est avec nous, puis des fois il fait des commentaires, puis c'est toujours subtil, tu sais, il va préciser des choses que t'as pas besoin, dans un sens humoristique. Fait que l'insertion de l'humour dans ce style-là, ça crée un contraste entre, avec, par exemple, le ton grandiloquent de l'histoire, puis l'humour que va être inséré, ça fait comme haut et bas ensemble, puis le contraste entre les deux, c'est vraiment drôle. Je sais pas comment bien expliquer, je suis désolée. Puis les phrases sont pas trop longues non plus, tu sais, c'est un style fleuri, mais c'est pas du Marcel Proust, ok? C'est pas ça, en tout cas. Fait que bref, je vous le conseille. Les 3 autres lectures de radio que j'ai lues dernièrement et dont je ne vais pas vous parler en profondeur, mais que je voulais juste vous mentionner parce que c'était des bonnes lectures, c'est ces 3-là. Donc, on a Les Grandes Surfaces de Amélie Hébert chez Le Lézard Amoureux. C'est un recueil de poésie en rapport avec le territoire, comment habiter le territoire. Au début, ce que j'ai trouvé très original, c'est qu'elle va faire un poème sur plusieurs rues de Montréal, mais les rues et les lieux, même au Québec, qui commencent par Saint, trait d'union. Puis il y en a beaucoup. La rue Saint-Denis, le fleuve Saint-Laurent, Saint-Hubert, Saint-Antoine-de-Padoue, plein de saints. C'est comment on se sent dans cet endroit-là. C'est un poème qui va représenter telle rue, l'atmosphère, tout ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que je travaille un petit peu sur le territoire aussi avec l'école, puis je trouvais que c'était vraiment bien fait. Fait que c'est publié récemment, là, donc bravo. Ensuite de ça, le recueil de poésie chez Del Busso, Paquet de troubles de Charlotte Aubin. C'est un genre de poésie que j'étais hésitante à lire au départ parce que cet ouvrage-là est publié dans une vague de poésie beaucoup plus autofictionnelle, qui est déjà très présente comme genre ou comme état d'esprit dans la poésie anglophone. Donc littérature anglophone aussi, là. Elle expose les souffrances, elle parle de drogue, de party, tu sais, théoriquement de la vie quotidienne, mais en tout cas, c'est pas mon expérience à moi. Fait que j'étais un peu tannée d'en lire de ces genres de recueils-là. Puis ça, je trouvais que ça entrait vraiment bien, tu sais, juste avec Paquet de troubles, puis on parle de cigarettes, on parle de tristesse, d'amour qui va pas bien, de fail total en amour et dans les parties, d'être seule et tout ça. Tu sais, c'est vraiment comme... sauf que celui-là, je l'apprécie parce que je trouve qu'il y a une touche d'originalité. Puis c'est pas juste du self-pity, puis de genre, regardez comme je souffre. Fait qu'il y a des choses que j'apprécie là-dedans. Il y a certains poèmes que j'ai trouvés vraiment originaux. Fait que pour ça, je trouve que ça vaut la peine de le lire parce qu'il se distingue un petit peu des autres. Donc, voilà. Le dernier, c'est probablement le poème le plus difficile que j'ai lu à lire jusqu'à présent, avec un autre, de Clémence Dumas-Côté. Ici, c'est Les Ordres de la nuit de Catherine Arton, chez Poète de Brousse. Catherine Arton qui semble avoir déjà comme une grande œuvre à son nom, puis qui a été finaliste au prix Émile Nelligan, à un autre prix, ainsi qu'à un autre prix, et puis d'autres prix. Fait que plein de prix, ok? Puis vous la connaissez peut-être avec son premier recueil de nouvelles chez Marchand de Feuilles. Ça s'appelle Traité des peaux. Puis ben moi, je l'ai pas lu. Fait que moi, c'est ma première incursion dans son monde avec cette poésie-là. Et c'est un défi parce que
mon Dieu, je comprenais pas. Comme, même si je vois des remparts, puis je comprenais la construction, les poèmes eux-mêmes, le message, à chaque fois que je pensais comprendre une bribe de quelque chose, ça s'en allait ailleurs. Je l'ai aimé, mais en même temps, j'ai pas pu l'apprécier à 100%. Une de sa raison de vivre, peut-être aussi de nous faire voir le monde autrement, en écrivant le monde autrement, et donc on n'est pas habitué, puis faut qu'on pense différemment, faut qu'on réfléchisse et qu'on imagine autrement. Puis j'ai l'impression que c'est exactement ça que fait Les Ordres de la Nuit, parce que je voyais que c'était bien construit, puis qu'il y avait un but, puis une thématique bien exploitée, puis les mots étaient recherchés et tout. C'est juste dans les assemblages de mots, comme ça me perdait, mais je voyais que c'était bien fait. Fait que là, mais encore là, j'ai dit ça, mais j'ai pas tout compris, fait comment puis-je dire ça? Mais bref, c'était mon ressenti. Et donc, cet ouvrage-là m'a amené à essayer d'imaginer le monde et de le lire autrement. Parce que vraiment, ça m'a fait travailler. Puis, j'avais une lecture très intellectuelle au départ, puis c'est pour ça que je voulais tout comprendre. Mais quand j'ai laissé aller l'intellectuel, puis je me suis dit, fais juste le lire, puis sans les mots, puis laisse-toi porter par les mots comme leur musicalité, la beauté de, tu sais, quand tu les lis, puis tout ça. Puis ça fait une lecture beaucoup plus impressionniste. Ben, quand j'ai fait cette lecture impressionniste, là, pour moi, ça a fonctionné, puis j'ai pu l'apprécier plus, puis c'est pas un genre de lecture, un genre d'angle de lecture que je prends d'habitude. Fait que moi, ça m'a apporté ça. Fait que pour ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais ceux qui sont vraiment versés dans la poésie abstraite ou juste normale, je sais pas, en tout cas, ben je vous encourage à le lire parce que c'est beau, tu sais, dans ce que j'ai compris, c'est beau. Finalement, au festival de BD, je me suis procuré un zine. J'ose même pas dire zine parce que c'est tout publié comme chez un imprimeur avec beaucoup de soin, puis l'auteur a pris beaucoup de temps à faire ça, la BDiste aussi. Bref, c'est le zine de Zviane, ça rime presque. Et puis, c'est son tout récent, le numéro 4. Et puis, la thématique principale, c'est son voyage au Japon qu'elle a fait en décembre dernier, décembre 2017. Sur Instagram, elle nous racontait ses découvertes, c'est très documentaire. Puis, je cherchais cet aspect de documentaire-là parce que j'étais très curieuse, puis j'adorais en découvrir par ses yeux sur son expérience au Japon, sur leur vie là-bas et tout. Gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, l'art là-dedans est cool et vraiment hot. C'est très psychédélique à mes yeux. Ça ressemble à ça, tu sais, il y a plein de couleurs, ça matche pas, tout ça. Et puis, le seul défi de cette lecture, c'est pas les mots eux-mêmes, je veux dire, c'est comment c'est écrit, ok? Fait que pour donner un sens japonais, une esthétique japonaise à la chose, c'est écrit en colonne, en français, ok? Fait qu'il faut que tu t'habitues à lire et tout. Au début, j'étais découragée, j'étais comme, j'arriverai jamais à lire son expérience, c'est écrit de même tout le long. Puis, on s'habitue. Si vous êtes comme j'étais déterminée, puis je me suis habituée assez rapidement. Puis voilà, mais je lirai pas un roman en entier avec du français en colonne de même. C'est ça, j'ai vraiment aimé en savoir plus sur le Japon, de qu'est-ce qu'on en a vu. Bon, fait que je viens de vous filmer une vidéo dans le deuxième jour de canicule à Montréal. Il fait genre 35 dehors. Il fait vraiment chaud. Pour la première fois de ma vie, genre, je pourrais dire que j'aime ça, là. Fait que c'est toute une expérience. Ouais. Fait que là, mes mollets comme suent parce que je suis assise. Puis je suis comme, hey. Fait que sur ça, je vais vous laisser pour aller chercher un peu de vent frais, vent chaud, mais du vent quand même. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite des très belles lectures, une très belle journée. Je parle trop. Bye, à la prochaine.